On fait maintenant l'exercice le principe variationnel. Dans cet exercice, on considère n états, les états E1 jusqu'à En. Chaque état a une énergie qu'on appelle, chaque état I a une énergie qu'on appelle epsilon I et a une probabilité d'apparition qu'on note Pi, et donc il y a des probabilités P1 jusqu'à Pn. La somme des probabilités est égale à 1. Donc naturellement, l'énergie moyenne est notée crochet E, c'est la somme des PI EI. Et l'entropie de cette distribution de probabilité est notée S de P. C'est, d'après la propriété de l'entropie, c'est moins la somme sur I des PI log de PI. Ici, PI est une distribution de probabilité quelconque. Ça peut être par exemple 1 sur l'état 1 et 0 ailleurs, ou bien quelque chose d'équidistribué comme 1 sur n pour tout le monde. Et donc, par conséquent, même si les énergies sont des quantités fixées, l'énergie moyenne dépend de cette distribution P de probabilité. Et l'entropie dépend aussi de cette distribution de probabilité. On introduit une grandeur qu'on appelle énergie libre, qui est l'énergie moyenne moins l'entropie. Et ça se note F de P, ça dépend aussi de la distribution de probabilité P. Dans la première question, on nous demande de montrer que cette quantité f, cette fonctionnelle, parce qu'elle dépend de, disons, la fonction p, cette fonctionnelle est minimale lorsque la distribution de probabilité est précisément la mesure de probabilité de Boltzmann, c'est-à-dire 1 sur z, une constante de normalisation, fois exponentielle moins epsilon i, pour chaque état i. Et que, au minimum, la valeur atteinte par f, c'est moins log de z, où z est la constante de normalisation, donc somme sur i de exponentielle de moins epsilon i. On nous donne comme aide qu'il s'agit de minimiser une fonction, une fonctionnelle, mais il y a une contrainte, parce que cette fonctionnelle dépend des PI, P1, Pn, mais ce sont des nombres pas quelconques, puisque la somme est égale à 1. On dit qu'il y a une contrainte. Voilà. Et donc il y a une méthode, mais qu'on va expliquer, qui s'appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Voilà, alors on commente maintenant la correction. Donc on se donne une distribution de probabilité P1 jusqu'à Pn quelconque. La somme des pi est égale à 1, et c'est ça la contrainte. On appelle donc sigma de P cette fonction somme des pi, et la contrainte c'est que la fonction sigma de P est égale à 1. On a une autre fonction de P qui est l'énergie moyenne, qui est somme des epsilon i pi, et on a une troisième fonction, S de P, qui est moins somme sur i pi log de pi, qui est l'entropie, et finalement la fonction finale, F de P, qui est énergie moyenne moins l'entropie. Il faut voir ça comme des fonctions de P. Et P, ça a n composantes, donc c'est des fonctions sur un espace de dimension n. Et voici un schéma simplifié pour expliquer la situation. Si jamais il n'y avait que deux états, donc de probabilité P1 et P2, on aurait un espace de dimension 2. Alors la fonction sigma de P est très simple dans ce cas-là, parce que c'est somme des PI. Donc la fonction, ce serait sigma, c'est P1 plus P2. Et P1 plus P2, eh bien les lignes de niveau, ce sont des droites, comme ça, vous voyez. Par exemple, lorsque P1 égale 1 et P2 égale 0, on est ici, la valeur vaut 1. Mais c'est la même valeur le long de cette ligne lorsque P1 égale 0 et P2 égale 1. Voilà, donc la contrainte, c'est d'être sur cette ligne de niveau pour la fonction sigma de P. Les autres lignes de niveau de sigma, ce sont des lignes parallèles. Par exemple, ici, on aurait la ligne de niveau sigma de P égale 0, passant par l'origine. Ce que l'on souhaite, c'est minimiser la fonction f de P avec la contrainte sigma de P égale 1. Donc, on regarde par ailleurs cette fonction f de P comme une fonction à plusieurs variables. Ici, on a dessiné, alors c'est imaginaire, on a dessiné ces lignes de niveau qui sont par exemple ces courbes, et on veut donc trouver le minimum de cette fonction. Alors, imaginons que
Imaginons que le minimum soit atteint ici, en ce point, et que là, ce sont des lignes de niveau pour des valeurs croissantes de la fonction f. Alors, s'il n'y avait pas de contrainte, le minimum serait ici, en ce point. Mais on a la contrainte que sigma de p égale 1, donc on doit travailler sur cette ligne en noir, sigma de p égale 1. Et pour ça, on voit que le minimum de f, c'est exactement en ce point-là, parce que c'est sur la courbe, la ligne de niveau de f minimale avec cette contrainte. Alors, comment trouver ce point d'un point de vue mathématique? Eh bien, on voit clairement la situation, c'est que en ce point, ce qu'il y a de particulier en ce point, c'est que les lignes de niveau de sigma, qui sont des lignes comme ça, sont parallèles aux lignes de niveau locales de la fonction f. Je commente ça sur un graphique. Vous voyez, vous avez les lignes de niveau de la fonction sigma qui sont comme ça, et les lignes de niveau d'une autre fonction qui sont comme ça, disons. Disons, alors la fonction sigma, par exemple, vaut la valeur 1, 2, ici 0, moins 1. Et f, par exemple, ici c'est f égale 0, f égale 1, f égale 2, etc. Et on se pose la question, lorsque on a la contrainte, par exemple, sigma égale 1, donc c'est sur cette ligne-là, quelle est la valeur minimale de f? Donc on voit clairement que ici, par exemple, f égale 2. Donc on peut faire plus petit. Ici, f égale 1. D'accord? Mais si on passe plus loin, f égale 2, donc le minimum est bien ici. C'est cette valeur qu'on cherche. Alors, je répète, ce qu'il y a de particulier en ce point, c'est précisément que ici, eh bien, la différentielle de f est collinéaire à la différentielle de la fonction sigma. Parce que graphiquement, la différentielle, ce sont les lignes de niveau d'une fonction, mais vues à petite échelle. Donc ce sont des droites parallèles. Et on voit ici que les droites parallèles de f et de sigma sont parallèles. Si vous voulez, vous pouvez penser en termes de gradient. Les gradients des fonctions sont collinéaires. Alors ça, c'est une observation géométrique, voilà, parfois qu'on appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Et donc, la conclusion, c'est que pour trouver le minimum de f, donc trouver le point de f qui est minimal, ou disons extrémal plus généralement, avec la contrainte sigma de p égale 0, on écrit l'équation suivante, que la différentielle de f est collinéaire à la différentielle de sigma. Donc elles sont égales avec un coefficient de proportionnalité réel, lambda, qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Voilà, alors on va résoudre ce problème. Alors pour ça, on calcule tout d'abord la différentielle de la fonction f. Alors on rappelle que il faut voir ça comme une fonction qui dépend des pays. Donc la différentielle de f, c'est la différentielle de e moins différentielle de s. Or, e, c'est très simple, c'est linéaire par rapport au pays. Donc la différentielle de e, c'est tout simplement somme sur i epsilon i fois dpi. Et là, on a mis dpi en facteur. Et la différentielle de S de l'entropie, eh bien, il faut différencier par rapport à chaque pays, d'après cette expression. Donc, il y a pays apparaît en deux fois, donc il faut différencier. Ça nous fera moins somme sur i de log de pays dpi, lorsqu'on différencie par rapport à là. Et là, si on différencie le log, la différentielle du log, c'est dpi sur pi. Et donc, il va nous rester seulement moins somme sur i dpi. Voilà, donc ça nous fait ces deux termes-là. Et par ailleurs, la différentielle de sigma, c'est très simple, parce que sigma, c'est tout simplement somme des pays, donc la différentielle, c'est somme sur i des dpi. Voilà, et donc maintenant, la contrainte, c'est de dire que df est égal à lambda fois d sigma, donc cette expression-là est égale à lambda fois cette expression-là. Et dpi, il faut voir ça comme une base. C'est une base des différentiels. Donc, c'est équivalent à dire que chaque coefficient ici est égal à lambda fois le coefficient de dpi ici, donc est égal à lambda fois 1. Donc, ça nous donne, pour tout i, cette équation. Et on rappelle que l'inconnu, c'est pi.
Donc ça nous donne log de pi égale lambda moins 1 moins epsilon i. Donc pi égale 1 sur z exponentielle moins epsilon i, où z est égal à exponentielle de 1 moins lambda. Alors bien sûr on ne connaît pas lambda, mais on se rappelle que la contrainte c'est que sigma de pi égale 1. Donc la somme des pi est égale à 1 et ça nous donne que 1 sur z est égal à somme sur i d'exponentielle moins epsilon i. Donc ça nous donnerait la valeur de lambda, mais on n'en a pas besoin. Voilà, donc le résultat c'est que pi égale 1 sur z exponentielle moins epsilon i. Donc on a bien trouvé la loi de distribution de Boltzmann. Donc on a trouvé un point extrémal de la fonction f avec la contrainte sigma de p égale 1, mais on ne sait pas si ce point est un maximum, un minimum local ou bien un point sel. Or on souhaite montrer que c'est un minimum, donc il va falloir vérifier que c'est un minimum, c'est-à-dire que par exemple la dérivée seconde est positive en ce point. Et c'est assez simple dans ce cas parce que on va calculer la dérivée seconde de f. Donc d'après l'expression de f, on a déjà calculé la dérivée première, c'est ça. Donc la dérivée première est égale à epsilon i plus log de pi plus 1, dérivée de f par rapport à pi. Et dérivée seconde, on dérive maintenant par rapport à pj, comme c'est une fonction à plusieurs variables. Eh bien, c'est très simple, c'est juste la dérivée de log de pi par rapport à pj, donc ça fera 1 sur pi si i égale j et 0 sinon. Donc on s'aperçoit que la matrice des dérivées secondes, qu'on appelle parfois matrice hessienne, c'est une matrice diagonale, et sur la diagonale, il y a 1 sur pi qui sont des coefficients positifs. Donc ça montre bien que, comme c'est une matrice définie positive, que le point est un minimum local. Voilà, pour terminer la question, il fallait trouver la valeur de f en ce minimum. Montrer que f égale moins log de z en ce point. Donc, en ce point, il s'agit de la distribution de Boltzmann. Pour chaque i, pi égale 1 sur z exponentielle de moins epsilon i. Et on va calculer la valeur de f. Donc l'expression de f en général, elle est donnée par, tout simplement par définition, c'est E, valeur moyenne de E moins S de P, avec E donné par ça et S de P donné par ça. Donc ça nous fait ça plus somme de PI log de PI. Et on calcule la valeur de f lorsque P est précisément la distribution de Boltzmann, donc 1 sur z exponentielle moins epsilon i. Donc ça nous donne, eh bien pour, ça c'est l'énergie moyenne, ça c'est la contribution de l'entropie. On remplace PI par cette expression, donc là on voit apparaître exponentielle de moins epsilon i, voilà. Donc là c'est un calcul assez simple. Il y a deux termes qui se simplifient, et à la fin on obtient moins log de z. Bon, je vous laisse prendre le temps de lire ce calcul. Voilà, la première question qu'on vient de faire, finalement, c'est une question très générale et c'est un résultat, on pourrait dire, très important en physique statistique, qu'on appelle le principe variationnel et qu'on retrouve dans d'autres domaines des sciences, comme les systèmes dynamiques. Et maintenant, on va montrer des applications de ce résultat, finalement, qui était assez simple à démontrer, mais dans des situations physiques précises. Donc là, dans la première question, c'était, disons, un résultat mathématique, il n'y avait aucune unité physique. Maintenant, on applique ça à la physique statistique, donc on appelle K la constante de Boltzmann, T la température, P la pression, et mu un potentiel chimique. Et les différents états I physiques concernent un système donné, et chaque état I a une certaine énergie EI, un volume VI. Donc, dire qu'il y a un volume VI, ça voudrait dire, par exemple, qu'il s'agit d'un système qui peut plus ou moins occuper de l'espace, et selon son état, il occupe plus ou moins d'espace. Mais si jamais vous travaillez dans un système qui est dans une bouteille, par exemple, de volume fixé, tous les VI sont égaux entre eux. Et pareil, pour chaque état, on appelle NI le nombre de particules, qui peut éventuellement varier si ce système peut perdre ou gagner des particules.
On appelle comme toujours l'entropie S de P, où les PI sont les probabilités de chaque état. Alors attention que maintenant, dans la définition de l'entropie, on a mis une constante de normalisation physique qui est K, la constante K de Boltzmann. Et on appelle E crochet l'énergie moyenne du système, somme sur I des PI EI. Le volume moyen est somme sur I de PI VI, et le nombre de particules moyen est somme sur I de PI NI. Alors, on va introduire trois quantités physiques. La première qu'on appelle l'énergie libre et qui correspond à ce qu'on a étudié dans la question précédente, sauf qu'il y a des grandeurs physiques maintenant, comme la température. Donc l'énergie libre, elle dépend, c'est une fonctionnelle sur la loi de probabilité, comme toujours. Simplement, c'est l'énergie moyenne moins T fois S. On introduit aussi l'enthalpie libre, G, qui est l'énergie moyenne plus P fois valeur moyenne de V moins T fois S. Et finalement, une troisième grandeur, le grand potentiel, J, qui est l'énergie moyenne moins mu fois N moyen moins T fois S. Alors on va voir que tout ça, c'est des variantes du même concept qui a été étudié dans la question 1. Et ce qu'on demande, c'est de montrer pour chacune de ces fonctions, eh bien, par exemple, que la première fonction, l'énergie libre, est minimale lorsque la loi de probabilité, c'est 1 sur z exponentielle de moins EI sur kt. De montrer que la deuxième fonction g, l'enthalpie libre, est minimale lorsque la loi de proba, c'est exponentielle de moins EI plus PVI sur kt. Et finalement, que le grand potentiel est minimal lorsque la loi de probabilité, c'est exponentielle de moins EI moins mu n I sur kt. Et que pour chacun de ces cas, eh bien, la valeur atteinte par la fonction à son minimum, c'est moins log de z, où z, c'est le coefficient de normalisation. Alors, avant de répondre à la question, tout de suite, on va donner le sens physique. Voilà, donnons l'intérêt physique de ces fonctions-là. Eh bien, la fonction énergie libre, ce sera lorsque vous aurez un système physique qui est isolé en quelque sorte, sauf il peut échanger de l'énergie avec son environnement. Et T sera un paramètre fixé qui est la température de l'environnement. L'enthalpie libre sera utile lorsque votre système peut échanger de l'énergie, mais aussi le volume avec son environnement. Il s'agit par exemple d'un système ouvert. Il peut s'agir par exemple d'un système qui est dans une boîte, mais dont les parois sont souples. Elles peuvent grandir ou diminuer selon la pression extérieure. Et voilà, donc dans ce cas-là, il y a deux paramètres imposés par l'extérieur, c'est la température de l'environnement et la pression de l'environnement. Et finalement, la troisième application, c'est lorsque le système peut échanger de l'énergie avec l'environnement, mais aussi des particules avec l'environnement. Dans ce cas-là, l'environnement impose deux paramètres qui sont la température et le potentiel chimique. Alors bien sûr, on pourrait imaginer encore un quatrième cas, c'est lorsque le système peut échanger de l'énergie, du volume et des particules avec l'environnement. Dans ce cas-là, il faudrait généraliser et inventer encore une fonction qu'on appellerait grand potentiel peut-être, qui serait E moins mu n plus PV moins TS. Alors, on va répondre à cette question numéro 2. Donc, considérons par exemple la première fonctionnelle qui est l'énergie libre, F de P à T fixé, somme de PI EI plus T K PI log de PI. Donc là, ce qu'on fait, on met KT en facteur, qui sont des constantes. Et on s'aperçoit que là, on a une expression de PI qui ressemble à celle du problème précédent. On a somme sur PI d'une quantité fixe, qu'on peut appeler epsilon i, plus PI log de PI. D'accord ? Donc c'est exactement l'expression qu'on avait ici dans le problème précédent. Et ce qu'on avait démontré dans le problème précédent, c'est que cette expression qui dépend de PI est minimale pour
la loi de proba, PI égale 1 sur Z exponentielle moins epsilon I. Donc ça nous fait ici la loi de Boltzmann. Maintenant, considérons l'enthalpie libre, G de P. Alors c'est une expression un peu plus compliquée, mais c'est pas trop compliqué. Il y a somme sur PI EI, plus P la pression fois la probabilité PI VI, plus TK PI log de PI, qui correspond à l'entropie. Là, on peut toujours mettre, une fois de plus, on peut mettre KT en facteur, et il apparaît PI fois cette quantité, qui est une constante, qu'on appelle epsilon I, et une fois de plus, on se ramène à l'expression de la première question. Et donc, ce qu'on sait, c'est que la loi de proba est toujours cette loi-là, la loi de Boltzmann, pour donner le minimum de G. Et lorsqu'on remplace epsilon I par son expression, ça nous donne la distribution que l'on souhaite démontrer. Et finalement, pour le grand potentiel, c'est encore la même manipulation. Et on pourrait généraliser ça pour autant de quantités conservées qui échangent, de quantités de grandeur physique échangées avec l'extérieur, mais dont la somme est conservée. Donc voilà, J de P, il y a somme de PI EI moins mu PI la proba NI plus TK PI log de PI, l'entropie. Et là, pareil, on met KT en facteur. Ici, on met PI en facteur, donc il apparaît epsilon I qui a cette expression-là. Et la réponse, c'est encore la loi de Boltzmann.